150 à nous rejoindre ce soir sur Branchet TV pour ce nouveau live conçu par Aspro sur le thème sensible de l'erreur de côté en chirurgie et en anesthésie. Sensible parce que si les conséquences sont bien évidemment très lourdes pour les patients, le professionnel de santé n'en sort généralement pas tout à fait indemne non plus. J'en tiens pour preuve, si vous tapez sur Google « erreur de côté en chirurgie », eh bien vous trouverez un cas récent de l'année dernière d'une prothèse de genou implantée du mauvais côté et ça a fait la une du Figaro, de BFM et de France 3. Alors tout d'abord, pour détendre un peu l'atmosphère, je vous propose de démarrer par une vidéo culte que les plus de 40 ans... Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer cette soirée avec autour de moi à la fois des anesthésistes, des chirurgiens, des avocats. Frédéric Saillant, qui est chirurgien orthopédique. Pierre-Henri Lebrun, qui est avocat au cabinet L'Accueil. Bonsoir Mathieu. Cyril Comener, anesthésiste qui est notamment au comité douleur et ALR de la SFAR. Bonsoir Mathieu. Et puis en duplex, Cédric Basquin, qui lui est au comité analyse et maîtrise du risque, anesthésiste lui aussi. Bonsoir. Et donc avant de laisser la parole à Cédric, et qui va nous commenter un petit peu la fréquence de ces événements, notamment en ALR, je vous propose de répondre à un petit quiz pour savoir si cet événement n'arrive qu'aux autres, ou si finalement, est-ce que vous avez déjà été témoin d'une erreur de côté? Alors éventuellement, oui, mais l'erreur a été récupérée avant la réalisation du geste chirurgical. Oui, et l'erreur n'a pas été récupérée, ou est-ce que finalement vous n'avez peut-être jamais été témoin d'une erreur de côté? Et donc je vous laisse voter pendant que Cédric va nous présenter un peu d'épidémiologie. Alors on va lancer la première diapositive, voilà. Donc voilà, si on s'intéresse à l'épidémiologie des erreurs de côté, ben c'est un peu comme un iceberg. Si on considère le nombre d'erreurs de côté en France par an, c'est notre iceberg. Et qu'est-ce qui est visible à nous au niveau des remontées? Ben on a deux remontées, donc bien sûr déclaratives. Ce sont les remontées des organismes accréditateurs, donc pour les orthopédistes, Orthorisque, et pour nous, anesthésistes, le CEFAR via la plateforme SIAM. Donc Orthorisque a vu remonter 19 erreurs de côté sur 2 ans, et pour nous 25. Ensuite, ce qui est visible, c'est ce qui remonte par nos assureurs. Par exemple, pour Branchet, on peut remarquer que sur les 10 dernières années, donc on peut avancer la slide, sur les 10 dernières années, il y a une erreur d'ALR déclarée qui a abouti à une demande d'indemnisation. Donc si on va un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut recueillir le nom d'ALR? C'est d'erreurs de côté. Eh bien, ce sont des RMM et des CREX. Vous savez très bien que ces RMM et CREX sont limités aux établissements ou maintenant peut-être par territoire, mais qu'au niveau national, on n'a pas de remontée de ces RMM et de ces CREX. Et la visibilité est donc pas évidente. Et enfin, il y a ce qu'on connaît tous, c'est les histoires de chasse. Le collègue qui vient vous voir dans le couloir au café qui lui dit écoute, la semaine dernière, je me suis trompé de côté, je devais faire mon bloc fémoral à gauche, et puis j'ai ponctionné à droite, je n'étais pas attentif, le patient m'a rien dit. Et ces histoires de chasse, elles sont assez nombreuses. On en a tous connu. Donc, au niveau de la visibilité, finalement, c'est pas très facile. Et si on estime le nombre d'ALR en France, alors c'est pas évident d'avoir un chiffre exact, entre 1 et 1,5 million par an, on peut estimer le nombre d'erreurs de côté d'ALR entre 3 et 7,5 pour 10 000. Ce qui ferait par an entre 300 et 1125 erreurs de côté d'ALR. Donc ça, ce sont que les erreurs déclarées, mais on sait qu'il y a une sous-déclaration, une sous-évaluation et des publications qui sont assez peu nombreuses. Et donc, il y a les erreurs avérées, mais à côté de ça, vous connaissez les near miss. Ce sont les presque erreurs. C'est le moment où vous vous apprêtez à fonctionner et que le patient vous dit non, docteur, c'est pas de ce côté-là. Et donc, ça, c'est pareil, elles sont encore beaucoup plus nombreuses. Enfin, si on prend en compte l'erreur de côté d'incision, cette fois-ci, chirurgicale, eh ben, leur incidence est estimée entre 0,1 et 0,2 pour 10 000, et que nous, on est largement supérieur et en augmentation chaque année. Donc, je vais vous présenter là, 2 études qui ont été faites, une par Orthorisque sur 2 ans, 2020-2021, sur 19 erreurs de côté. Les conséquences et moyens de récupération, ça a été une réalisation de 8 anesthésies générales qui n'étaient pas prévues au contrat lors de la constatation pré-anesthésique, 9 ALR contralatérales de réaliser, et puis 8 no-go. Heureusement, dans 100% de ces cas, le time-out de la checklist HAS a évité une erreur d'incision de côté. Pour nous, donc, on a mené une enquête avec
en commun CFAR et CMR sur les 2 dernières années et on a colligé 25 erreurs de côté, donc une étude rétrospective. Les conséquences, ça a été 3 anesthésies générales réalisées qui n'étaient pas prévues, dont une seule seulement avait été choisie par le patient contre un no-go et l'AG. 11 ALR contralatérales réalisées. Dans ces 11 ALR, on a pu constater 2 surdosages avec nécessité d'injection d'intralipides et puis une chute du patient parce qu'il avait été opéré donc, du côté gauche et endormi du côté droit. Il n'y a pas eu de transmission dans les étages, il a voulu se lever, il a chuté. Enfin, 7 ALR analgésiques non réalisés, donc rupture de contrat entre ce qui était convenu à la CPA et donc sous des anesthésies générales déjà prévues, et 4 no-go. Encore une fois, pour ces 25 cas donc, du CFAR CMR, le time-out de la checklist a permis aucune erreur d'incision. Concernant les assureurs, donc, chez nos collègues branchés, sur les dossiers où le MAR a été mis en cause sur 10 ans, on n'a retrouvé qu'une erreur de côté d'ALR et 4 erreurs d'incision chirurgicale que je ne détaillerai pas ce soir. Donc là, c'était au membre inférieur sur une PTG. La conséquence, c'était une anesthésie générale non prévue qui a été réalisée. Il n'y a pas eu d'ALR antalgique. Le MAR a été reconnu responsable à 30% avec une indemnisation de 1 500 €. Et bien sûr, le time-out de la checklist, encore une fois, a évité l'erreur d'incision chirurgicale. Merci Cédric, mais c'est vrai que là on vient de parler d'erreurs d'ALR, mais il y a finalement d'autres erreurs, probablement plus nombreuses encore. Tout à fait Mathieu. Cédric donc, nous a parlé des erreurs d'ALR. Quand on a fait un petit peu de bibliographie sur PubMed en tapant Wrong Side Surgery, vous voyez le nombre d'incidences, le nombre d'occurrences entre 1970 et 2025 augmenter drastiquement, surtout sur les 30 dernières années. Alors, la chirurgie augmente, mais on voit qu'il y a une déclaration qui se fait de plus en plus importante de ces erreurs. Ça se limite clairement pas à l'ALR et on voit qu'il y a des chirurgies qu'on n'imaginait parfois pas. Il n'y a pas que le côté, il y a notamment en chirurgie du rachis des erreurs de niveau avec des hernies discales opérées à un mauvais niveau. C'est des cas qui sont fréquemment décrits dans la littérature. Il y a des erreurs de côté en ophtalmologie pédiatrique, des erreurs de côté en chirurgie ORL et maxillofaciale. On a trouvé des cas de néphrectomie oncologique sur le mauvais rein, d'orchidectomie d'orchidectomie sur un cancer du mauvais côté, et donc avec clairement pour le malade des conséquences importantes de ces erreurs de côté. Pierre-Henri, finalement, on a l'impression qu'il y a peut-être plus d'erreurs que ce qui n'y paraît et que toutes ne remontent pas, en tout cas, ne remontent pas jusqu'à une prise en charge judiciaire. Alors, certainement que toutes les erreurs de côté ne remontent pas, mais ce qui me frappe le plus dans mon activité au quotidien, c'est qu'il y a toujours en fait des erreurs de côté. Et il y a toujours à peu près le même niveau d'erreurs de côté depuis le moment où j'ai commencé ma carrière, c'est-à-dire il y a 20 ans et aujourd'hui. Et c'est assez surprenant parce qu'il y a quand même essayé de sécuriser ces choses-là au bloc opératoire, notamment avec la checklist. Mais effectivement, la checklist, si elle n'est pas respectée, si les temps de la checklist ne sont pas respectés, eh ben on va continuer à faire des erreurs de côté, il y aura des erreurs de côté. Et donc on continue à en voir. Il n'y a pas d'explosion du nombre d'erreurs de côté, c'est un niveau qui est toujours un peu le même et qui reste malgré tout ce qui est mis en place. Je propose qu'on regarde maintenant peut-être un cas clinique qui est d'ailleurs tiré d'une expertise judiciaire et qui va guider un peu nos propos ce soir. Oui, tout à fait. On a sorti pour vous ce soir un cas pour illustrer un petit peu l'erreur de côté. Donc c'est un cas en chirurgie orthopédique qui est une indication très classique. C'est une patiente de 73 ans qui doit être opérée pour la mise en place d'une prothèse totale de genou à gauche pour une gonarthrose. Le programme du jour se fait sur une salle opératoire. Il y a 6 interventions qui sont prévues ce jour-là. Toutes les interventions sont prévues avec une ALR avant l'intervention. Il y a 3 prothèses de genoux, 2 ligamentoplasties, une arthroscopie de genou. Bon, c'est un programme opératoire, je dirais, assez classique pour un programme sur une salle. Les embus sont faits en matinée pour que les patients puissent sortir, donc les 2 ligamentoplasties et l'arthroscopie. Et les 3 prothèses sont prévues dans l'après-midi. La particularité du dossier, c'est qu'il y a un anesthésiste qui est remplaçant et qui est supervisé par un anesthésiste permanent de l'équipe.
Alors, les 3 prothèses sont faites l'après-midi. La patiente qui nous intéresse est en dernière position, donc c'est la dernière de la journée. C'est une patiente qui est anxieuse, elle attend de se faire opérer, elle parle beaucoup aux infirmières en disant « mais à quelle heure est-ce que je vais être opérée ? Je ne suis pas encore descendue au bloc opératoire ». C'est une situation qu'on connaît, qu'on vit au quotidien. Donc finalement, l'anesthésiste demande à donner une prémédication supplémentaire parce que la patiente est vraiment anxieuse, qu'elle a aux alentours de 14h, 14h30. Elle arrive au bloc vers 17h, le chirurgien râle parce que ça traîne et puis il n'est pas très agréable avec l'anesthésiste remplaçant dont il n'a pas l'habitude, avec qui il n'a pas l'habitude de travailler, ce qui, on va le voir, est probablement un facteur aggravant de l'histoire. Et l'anesthésiste doit faire le bloc en fait, avant la prothèse, mais il est appelé en salle de réveil pour gérer un des patients précédemment opérés par l'infirmière anesthésiste, et donc il n'est pas disponible pour faire le bloc qui est prévu à cette patiente. Du coup, c'est le deuxième anesthésiste qui, lui, est dans une autre salle opératoire en train de gérer un patient qui saigne sur une reprise de prothèse de hanche qui, lui, est aussi un peu stressé. Et le premier anesthésiste remplaçant lui dit « Est-ce que tu peux t'occuper de piquer le bloc à ma place ?» Le deuxième anesthésiste y va. Il ne connaît pas la patiente, bien sûr, il ne connaît pas le dossier. La patiente est un peu désorientée parce qu'elle est sous prémédication, donc elle est un petit peu absente, elle est semi-endormie, elle est un peu dans un état second, donc elle ne participe pas du tout au geste, à la préparation du geste en tout cas, et donc il fait le bloc fémoral. Donc c'est un bloc fémoral, c'est important dans l'histoire, donc sensitif et moteur, sur le membre inférieur droit, donc du mauvais côté, c'est là que se produit l'erreur de côté, après avoir regardé rapidement le programme opératoire. Tous les patients ce jour-là étaient opérés du côté droit, à l'exception de la patiente qui nous intéresse. Donc il a peut-être regardé un peu vite. Suite de l'histoire. Donc la patiente est endormie par l'anesthésiste remplaçant qui revient donc s'occuper de la patiente, mais il ne sait pas ce qui a été fait par le deuxième anesthésiste. L'infirmière prépare le malade du bon côté en regardant le programme opératoire, le dossier, la fiche de transmission entre la salle et le bloc. La patiente est opérée du bon côté, elle a sa prothèse de genou, elle sort de salle à 19h, elle arrive en chambre vers 20h30, 20h45, elle est stable, elle va plutôt bien. Et elle appelle l'infirmière à plusieurs reprises à partir d'1h du matin parce qu'elle veut absolument aller aux toilettes. L'infirmière ne répond pas, ne se déplace pas. La patiente décide de se lever, elle se lève, elle a évidemment un bloc moteur du côté droit et un genou qui ne verrouille pas du côté gauche parce qu'elle vient d'être opérée. Elle fait une chute et elle se casse le col du fémur, donc fracture du col fémoral. Donc voilà, le dommage est évident et malheureusement dans cet établissement, il n'y a aucun consensus écrit sur le marquage préopératoire. Chaque chirurgien, chaque équipe a un petit peu sa propre pratique. Le dossier se termine évidemment par une plainte, une expertise avec une responsabilité qui est donc à 100% pour l'équipe. Elle a été partagée à 90% entre les deux anesthésistes et il y a eu 10% pour le chirurgien parce qu'on a considéré qu'il aurait dû lui aussi participer aux vérifications et que dans la visite post-opératoire, il aurait peut-être dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas sur les deux membres inférieurs. Donc voilà une histoire qui illustre un peu un cas qu'on rencontre parfois en expertise. Ça, c'est un véritable cas d'expertise et c'est une histoire tout à fait classique. Et c'est manifestement un cas parmi d'autres parce que dans le sondage auquel vous avez répondu, il y a à peu près un peu plus de 80% des participants qui ont déjà été témoins d'une erreur de côté. Alors dans la majorité des cas, elle a été récupérée avant la réalisation du geste, mais pour à peu près un tiers d'entre eux, le cas n'a pas été récupéré et est allé jusqu'aux conséquences. Exactement. C'est vrai que le cas que tu nous as présenté, on a l'impression qu'il rassemble un florilège de facteurs favorisants. J'allais presque dire qu'on s'attend à ce que ça arrive. Oui. Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'analyse des causes finalement dans ces erreurs de côté ? Clairement, alors on va s'intéresser à l'analyse des causes systémiques, des causes procédurales. On va s'intéresser aux enjeux, pourquoi on discute de ça ce soir. Et ton cas, Frédéric, l'a très bien illustré. Il y a un qui arrive en tête, c'est le préjudice pour le patient, clairement. Et puis derrière, il va y avoir les retombées potentiellement judiciaires, qui vont être un préjudice et pour le patient et pour nous. Et puis les retombées financières sur cette erreur de côté. Quand on est face à un ou des événements indésirables graves, va falloir, Cédric en a un peu parlé tout à l'heure, va falloir les identifier, les anticiper pour pouvoir les corriger, donc les éviter pour améliorer la sécurité des patients. Comment, en ce qui concerne l'erreur de côté, on va pouvoir faire ?
D'abord, dans la matrice de priorisation d'une tâche, là, sur l'erreur de côté, on est sur un événement, alors on peut le voir, hein, qui est fréquent, puisque les gens le décrivent assez fréquemment, même s'il est sous-reporté, sous-évalué. Il est fréquent, il est grave, il peut être grave. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'orchidectomie, de la néphrectomie. Là, on voit le cas de la fracture du col. Donc, il est grave, donc importance majeure, et donc c'est urgent de corriger. Et pourtant, on voit que au fil des années, on n'arrive pas forcément à diminuer l'incidence de ces événements. Comment on peut diminuer l'incidence? Je vais vous reparler forcément dans l'événement indésirable grave des plaques de Rhizone. Et donc, quand on enchaîne donc, un danger, comment on arrive à l'accident? C'est comme dans le cas que tu présentais très bien, c'est un enchaînement de conditions propices à ce que l'accident arrive. On va reprendre du coup le parcours d'un patient opéré et voir à quelles étapes on va pouvoir avoir cette erreur de côté, à quelles étapes on va pouvoir les corriger. D'abord, le parcours patient, c'est la consultation chirurgicale, la première étape. On va avoir la vérification du côté par le chirurgien et l'inscription au bloc opératoire avec des outils informatisés souvent. Et donc, on va rentrer le côté et c'est une des étapes obligatoires et souvent bloquantes de nos logiciels informatiques. Et d'ailleurs, un des participants me met que lui, il a l'expérience d'un patient qui corrige lui-même au moment de la consultation avec le chirurgien, alors que le chirurgien dicte « je vais donc opérer ce patient du côté droit ». Le patient dit « non, c'est le côté gauche, docteur ». Clairement. Première récupération. La deuxième, c'est la consultation d'anesthésie. Notre première question va être en général quelle est votre chirurgie et donc quel côté et quel est votre chirurgien. Et donc là, on va vérifier une nouvelle fois le côté et on va pouvoir alerter le bloc s'il y a une erreur de côté. À l'admission, encore une fois, sur toutes nos fiches visite pré-anesthésique et nos fiches de bloc opératoire, il va y avoir la vérification du côté. On pourra discuter aussi du marquage qui peut se faire en chambre avant, mais voilà, on détaillera ça tout à l'heure. Ensuite, on arrive en salle de préinduction. Alors, quand il y a de l'ALR, il y a encore une étape supplémentaire. On va vérifier le côté de l'anesthésie loco-régionale. Il va y avoir l'équipe IBOD chirurgien qui va vérifier une nouvelle fois le côté avant l'entrée en salle. Et on parlait tout à l'heure de la checklist au bloc opératoire, qui est une étape indispensable et qui, quand elle est menée jusqu'à son terme, forcément devrait identifier encore une fois et rectifier l'erreur de côté. Où est-ce que ça peut déraper dans ces différentes étapes? Ça peut déraper partout, clairement, à chaque étape ça peut déraper, mais ce qui est rassurant, c'est que cela peut aussi être rattrapé partout, au niveau de toutes les étapes. Quand on s'intéresse, donc j'ai repris la littérature, je me suis intéressé donc aux facteurs de risque qui sont identifiés dans les différents types d'articles que je vous ai cités précédemment, les facteurs de risque d'erreur de côté. Il y a des facteurs de risque systémiques, l'absence de checklist dont on vient de parler, la confiance exclusive dans le chirurgien pour vérifier le côté opéré, des pressions temporelles inhabituelles, on en parlait, urgence imprévue, un saignement en salle de réveil, un autre bloc qui saigne, etc. Des pressions pour réduire le temps de préparation préopératoire, c'est arrivé aussi le soir, on est en fin de programme, on a 1 heure pour finir le programme, ça peut être des pressions supplémentaires. Des procédures qui sortent un peu de l'ordinaire pour nos structures. Ça arrive qu'on fasse des chirurgies qu'on fait moins souvent et donc ça peut amener à des erreurs un petit peu plus faciles. La disponibilité de l'information, on a vu qu'elle était normalement à plusieurs étapes. Les effectifs disponibles, on en parlait tout à l'heure également. Et puis les caractéristiques du patient qui me paraissent être quelque chose aussi de très intéressant en fonction, une anatomie inhabituelle qui nécessite d'adapter les positions ou alors des chirurgies aussi qui nécessitent d'adapter les positions. C'est ce qu'on va voir après dans les facteurs de risque procéduraux. Donc il y a des facteurs de risque qui sont propres à chaque procédure. Donc l'évaluation assurante du patient, la planification des soins inadéquates, une revue du dossier médical pour tel cas qui parfois est insuffisante, la mauvaise communication entre les membres de l'équipe chirurgicale et le patient, mais aussi entre les différents membres de l'équipe. Un facteur qui ressort beaucoup, c'est quand plusieurs chirurgiens sont impliqués dans la procédure, avec souvent une mauvaise communication et qui peut arriver à des heures de côté, ou alors un changement d'équipe au cours d'une opération ou au cours de toute la prise en charge. Vous voyez tout à l'heure, l'anesthésiste qui a fait l'ALR n'est pas l'anesthésiste qui était au bloc opératoire ensuite. Le fait de faire de multiples chirurgies au cours d'une seule opération, bien sûr, on va changer. Et donc là, on peut être amené à faire des erreurs de côté. Et pareil, le champage, différents champages à différents endroits pour une même opération. Et puis, ce qui ressort encore, c'est l'omission de marquer ou de bien marquer le site opératoire. Mais ça, clairement, je crois qu'on en parle pas mal après. Oui.
Cédric, est-ce que toi, tu peux nous redire un petit peu l'analyse qui a été faite de la base de données sur les erreurs d'ALR? Alors effectivement, c'est intéressant. On a étudié chaque cas, là, des 25 cas d'erreurs de côté d'ALR déclarés depuis 2 ans. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que les erreurs liées aux patients, c'est que dans 64% des cas, il y a un problème de communication. Alors, soit le patient était sourd, un problème de langue, soit il avait reçu d'acédation ou il avait des troubles cognitifs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seulement 2 patients se sont manifestés pendant l'erreur de ponction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet sur la récupération. Les patients se sont manifestés et l'anesthésiste n'a pas changé le côté, n'a pas récupéré l'erreur. On verra juste après pourquoi, une des raisons. Ensuite, 80% des équipes et des soignants se déclaraient comme étant stressés et la moitié déclarait avoir une surcharge de travail, donc travailler sur plusieurs salles ou un programme qui débordait. Ensuite, dans les causes liées à la tâche et les procédures, 64% déclaraient, pour ces erreurs de QT, avoir été interrompus dans leur tâche. Et 24% déclaraient avoir une absence de marquage du site chirurgical. Enfin, concernant l'environnement, 32% parlent d'un changement de lieu habituel. C'est-à-dire que d'habitude, ils font leur ALR dans une anesthésie. Puis là, cette fois-ci, ça avait été fait en SSPI ou dans le bloc opératoire. Ou encore un changement de position. Habituellement, le brancardier positionne très bien le patient du bon côté par rapport à l'ALR. Et là, le brancardier se trompe. On est pressé, on ne fait pas attention. Et donc, c'est cette notion d'habitude, une rupture des habitudes, une rupture des flots, comme aussi la rupture du praticien avec un changement de praticien ou un délai entre le moment où on fait la checklist et le moment où on fonctionne. On a l'impression quand même finalement, Cédric, que c'est des situations qu'on rencontre presque tous les jours, ces situations où on n'est pas dans le cadre idéal, où on est perturbé. C'est un peu ça finalement. On est tous les jours exposés. Conditions de travail, malheureusement, je dirais habituelles. Et est-ce qu'on peut agir dessus? Est-ce qu'on a des leviers? Moi, je pense que oui, mais je ne suis pas. Il faudrait faire une analyse systémique. Et on parle de facteurs humains et organisationnels. L'organisationnel y est pour beaucoup là-dedans. Donc, la checklist qu'on peut dire, pour conclure sur cette étude, c'est que c'est une barrière qui est fonctionnelle, mais avant incision, mais pas avant ALR, vu qu'il y a eu des erreurs de côté. Et puis donc, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas fonctionnelle? Parce que peut-être que la checklist, on ne la fait pas en équipe avant de faire notre fonction d'ALR. Peut-être qu'elle n'est pas justement réalisée en équipe et qu'on l'a fait seule de notre côté, nous, MAR, ou peut-être qu'elle est simplement la checklist OMS n'est pas adaptée à l'ALR. Quelques équipes, on va en parler après, ont proposé des checklists spécifiques de l'ALR. Mais je ne spoil pas mes collègues. Oui, on va reparler tout à l'heure, bien sûr, parce qu'un des maîtres mots, ça sera probablement checklist, mais c'est qu'une seule des parties de ce qui va nous intéresser. Je crois que tu voulais aussi nous dire, alors j'ai oublié de vous dire au début, mais vous avez l'habitude que vous pouvez bien sûr interagir avec nous, avec le chat, soit pour poser des questions, soit éventuellement pour nous apporter quelques témoignages. Vous avez aussi la possibilité d'être anonyme, donc vraiment n'hésitez pas. Cédric, je crois que tu voulais nous parler un petit peu on a parlé là de conditions qui nous amènent à l'erreur. Et toi, tu voulais aller un petit peu plus loin dans le mécanisme, et peut-être le mécanisme du cerveau humain qui est à la fois formidable mais faillible, c'est ça? Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que habituellement dans les RMM, il y a des analyses des causes profondes. Et souvent, quand on arrive à la partie fonctionnement facteur humain, pour celle que j'ai pu analyser, il y a juste marqué parfois hypovigilance ou manque de concentration ou interruption de tâches. Et on ne va pas plus loin. Et là, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans le fonctionnement cognitif et essayer de comprendre pourquoi nous, alors ce n'est pas de notre volonté, on arrive à faire des erreurs. Donc, premièrement, je vais vous parler des habitudes, on en a déjà parlé tout à l'heure, et du flow. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les verbatims que j'ai pu recueillir de mes collègues que j'ai pu interviewer sur les erreurs de côté, ce qui ressort, c'est qu'on entend souvent, d'habitude, avant la pause AVP, je vérifie toujours le côté d'ALR. Et puis là, cette fois-ci, c'était pas comme d'habitude. Ou alors, c'était pas mon service habituel. Je ne savais pas que le marquage se faisait de ce côté-là avec un bracelet. Donc, il y a une rupture du flow et une rupture des habitudes. Donc là, tu peux avancer, Mathieu. Et cette rupture, en fait, entraîne, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, un biais de routine et d'automatisation. Donc, méfiez-vous. Un cas concret, concrètement, si vous avez une rupture de votre flow des habitudes, soyez vigilants et faites d'autant plus une checklist. Ensuite, le fonctionnement cérébral, on va s'intéresser maintenant à la concentration et au chapitre des processus attentionnels. Dans notre cerveau, on a 2 parties.
schématiquement, on a une partie antérieure avec le cortex préfrontal qui véhicule et qui gère le cerveau concentré. C'est ce qui nous permet de concentrer, d'être attentif à une tâche. Et en parallèle, on a ce qu'on appelle le cerveau vigilant, qui est une partie plus postérieure, sous-corticale, qui fonctionne en parallèle. Donc, si on compare ça avec notre activité d'anesthésie, Mathieu, tu peux avancer. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une ALR ou quand vous accueillez un patient, il y a votre cerveau concentré qui va être concentré sur la localisation du plexus nerveux, des nerfs, vérifier que vous n'êtes pas en intraneural avec votre aiguille. Donc, vous faites un effort de concentration. En parallèle, votre cerveau vigilant, lui, il fait des efforts pour rester concentré. Parce que lui, il est hypersensible. Le cerveau vigilant, c'est notre cerveau reptilien, hypersensible aux alarmes, aux bruits, mais aussi aux distractions internes. Les distractions internes, c'est quoi? C'est vous êtes en train de faire la LR, et puis hop, une pensée arrive, vous pensez que vous avez oublié les clés de votre maison sur la porte. Ça vous perturbe et vous n'êtes plus en train de faire votre ALR, ou plus en train de vérifier le côté. Ce qu'on appelle les distracteurs internes. En parallèle, et ça on le connaît tous, c'est les distracteurs externes. C'est ce qu'on appelle les interruptions de tâches. Alors une distraction externe, par exemple, ça peut être de discuter avec le patient. On fait d'hypnose conversationnelle, et on est concentré à converser avec le patient. On sait très bien qu'on n'est pas multitâche et que ça mène à des erreurs. Et donc, les autres types d'erreurs d'interruption de tâches, c'est le collègue qui vient vous dire bonjour ou demander un type de matériel et qui vous interrompt alors que vous êtes concentré en train de faire votre ALR. Alors, cet équilibre entre le cerveau concentré et le cerveau vigilant, il est hypersensible aux états de fatigue, à la surcharge de travail et surcharge cognitive, au manque de temps, ce qu'on appelle la pression temporelle, la pression de production, la peur du retard dans le programme, et puis la peur de faire une erreur. Et donc, au final, on se rend compte que la concentration et votre attention est très fragile et est limitée dans le temps. C'est pour ça que les erreurs arrivent aussi en fin de programme, le week-end, la nuit, sur des moments fragiles. Donc, en plus de cette concentration, il y a des biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs. On n'a pas le temps d'extrapoler dessus, mais sachez que mes collègues qui m'ont rapporté certains verbatims décrivent être focalisés sur leur échographe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité, où le collègue pose une VVP du côté où la LR devait avoir lieu, 1 heure avant, parce que le patient lui a tendu le bras du côté opéré. En fait, il tendait le bras, le collègue a posé la VVP. Lorsqu'il revient 1 heure après, il voit la VVP du côté droit, donc du côté opéré, il se dit non, c'est de l'autre côté. Donc, ancrage du côté droit, il va faire la LR du côté gauche. Et ensuite, le patient lui dit, pendant l'intervention, pendant la LR, il dit mais comment le produit va faire pour passer du côté gauche au côté droit? Il lui répond non, effectivement, le produit ne peut pas passer du côté gauche au côté droit, tellement il est persuadé qu'il est du bon côté. Ça s'appelle un biais de confirmation. Tout ce qui va venir à l'encontre, il ne va pas le prendre en compte. Et puis bien sûr, les biais d'attention, d'hyperfocalisation, on l'a vu juste avant avec le cerveau concentré. Et enfin, il y a aussi les biais liés aux patients. On sait que nos patients, Mathieu, tu peux avancer, le patient est confus lorsqu'il arrive au bloc parce que soit il a eu de la prémédication, soit parce qu'il est stressé. Ceux qui font de l'hypnose, on sait que les patients sont en transe d'alerte et que donc ils ne sont pas réceptifs. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer le fait que les patients, sur les 25, il n'y en a que 2 qui manifestent leur mécontentement et leur visualisation de l'erreur de côté et qui n'ont pas été entendus parce que le praticien, avec son biais de confirmation et d'hyperfocalisation, ne les entend pas ou les entend mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les biais cognitifs et le facteur humain. Ouais, tu nous dis bien finalement qu'il y a des dispositions intérieures qui prédisposent à l'erreur, et puis il y a des dispositions extérieures. Là, tu parlais un peu d'interruption de tâches. Beaucoup ont critiqué l'utilisation du téléphone au bloc opératoire, d'être à la fois le téléphone peut-être de la clinique, mais aussi le smartphone personnel, où on est sans cesse distrait. Et finalement, il y a des moments où il faut être particulièrement concentré. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle dans l'aéronautique le cockpit stérile. Et ça, c'est ce qu'on doit appliquer. Il y a des moments où, en fait, on ne doit faire qu'une seule chose, c'est d'être concentré à sa tâche, on ne parle à personne. OK ? Et ces moments, c'est les périodes d'induction pour nous et d'extubation. Mais pour l'ALR, c'est les moments de checklist d'ALR et les moments de vérification de côté. Et il faut être capable de dire, tout à fait, Mathieu, il faut être capable de dire au patient, là, l'ALR est compliquée, l'anatomie est particulière, je ne vais pas pouvoir communiquer avec vous. Pendant 5 minutes, j'ai besoin d'être concentré. Laissez-moi me concentrer et je reviens à vous tout de suite après. C'est des choses qu'il faut être capable de dire et mieux se connaître comment on fonctionne. Ça nous permet de nous prémunir sur nos défaillances et notre faillibilité.
C'est pour ça qu'il faut en fait sanctuariser un peu les deux moments de la checklist qui sont celui au moment de l'installation du patient et puis le deuxième, là, le fameux time-out, juste avant l'incision, où finalement, si on n'est pas tous concentrés sur la même chose, on peut parfaitement passer à côté. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on nomme un peu la vérification croisée. On en reparlera peut-être un petit peu après, mais la vérification, elle doit être faite par plusieurs intervenants et s'assurer qu'on a croisé la donnée. Donc le côté est donné par le patient, il est donné par l'infirmière, il est donné par le chirurgien, par l'anesthésiste, mais ce n'est pas une seule personne qui vérifie le côté tout seul dans son coin. Le croisement des informations permet de réduire quand même considérablement le risque. Et puis évidemment, contrôler le dossier, contrôler le programme opératoire, d'où l'intérêt de ce croisement de ces informations. Cédric, est-ce que tu sais, on me pose la question, est-ce qu'il y a davantage d'erreurs de côté en fin de programme, le soir, comme dans le cas clinique dont on a parlé tout à l'heure? Je pense que Cyril va peut-être le montrer, mais ça ressort dans les facteurs de risque. La temporalité, le moment, c'est sur des périodes de vulnérabilité, comme on les appelle, les relais du midi, les relais du soir, donc les fins de programme, les week-ends. Et ça a bien été démontré. Donc ça, c'est important de connaître les facteurs de risque que vous ont montré, Cyril et Frédéric. C'est parce que ça vous permet de vous prémunir. Attention, on est en période de vulnérabilité, soyons encore plus vigilants en équipe. Peut-être on peut revenir sur le cas clinique là, que tu nous as présenté pour voir si on retrouve finalement un peu toutes ces erreurs, tous ces facteurs favorisants. Oui, on va voir ça sur la diapo. On a, en fait, avec tous les facteurs que nous ont présentés Cyril et Cédric, on va en regardant le cas clinique que vous avez encore en mémoire il y a quelques instants, on peut retrouver ces facteurs. Alors, le contexte, l'organisation, on voit ici qu'on a deux anesthésistes. Donc, deux anesthésistes, et que ce que tu disais, Cyril, il y a deux intervenants différents sur un même patient. Le premier anesthésiste, il ne connaît pas le patient parce qu'il est remplaçant, donc il ne l'a pas vu en consulte d'anesthésie, il ne l'a pas vu la veille, il ne connaît pas le dossier complètement. Le programme est peut-être un peu chargé pour lui, qui est un peu plus jeune, moins d'expérience peut-être, mal encadré peut-être surtout, peut-être pas bien accompagné. Il est stressé, il est occupé avec la patiente précédente en salle de réveil parce qu'elle ne va pas bien, donc il ne peut pas faire l'ALR lui-même. Le chirurgien n'est pas très confraternel, il est un peu agressif, il le pousse, il lui dit que le programme ne va pas assez vite. Donc il y a un facteur de stress qui vient se rajouter, ce qui n'est pas nécessaire chez un anesthésiste qui est peut-être moins au fait de ces procédures rapides dans cette équipe. Le deuxième anesthésiste est lui aussi en condition de stress parce qu'il vient donner un coup de main, mais il est en train de gérer en salle un patient qui saigne et qui ne va pas très bien. Donc il vient, mais il est pressé et il est stressé. Et lui non plus ne connaît pas la patiente, il découvre le dossier et on vient simplement lui demander de faire une ALR qu'il fait rapidement. Dans le timing, tu l'as dit Mathieu, on est dans l'après-midi, voilà, cette fameuse période entre 15h et 17h, on sait que c'est là où il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a le postprandial si on a mangé, tout dépend de comment on s'est organisé, mais en tout cas on sait que c'est un moment critique, vous faites plus vigilant. La patiente, le facteur lié au patient qu'on retrouve, que tu as cité Cyril tout à l'heure, elle est non coopérante parce qu'elle est anxieuse, elle a été prémédiquée, donc elle ne va pas participer à la confirmation du côté. Les facteurs humains qui ont été cités par Cédric à l'instant, donc il y a une communication qui manifestement est défaillante entre les deux anesthésistes puisqu'ils ne se font pas de relais sur le dossier. Le chirurgien qui ne communique pas avec son anesthésiste et qui ne va pas participer aux vérifications de côté. Et donc là, manifestement, le travail d'équipe est complètement absent dans ce cas. Et on sait que le travail d'équipe, c'est vraiment un élément qui permet d'éviter certaines erreurs. La procédure de marquage est défaillante puisque dans cet établissement, il n'y a pas de consensus sur une procédure de marquage commune à tous les chirurgiens. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Et ici, en l'occurrence, chez cette patiente, il n'y avait pas de marquage. Et puis enfin, cette infirmière de nuit qui est défaillante dans les soins qu'elle apporte puisqu'elle ne répond pas à l'appel de la patiente. Il y a une négligence dans la prise en charge du patient. Et là, ça appelle à cette expérience qu'on a tous depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on a plus de personnel intérimaire. Donc ça aussi, ça compte dans une équipe, que ce soit au bloc opératoire ou alors en chambre. Il faut être davantage vigilant, nous, en tant que praticiens, quand on a des équipes qui sont intérimaires, qui sont parfois moins au fait des procédures de l'établissement. Est-ce que sur l'ALR, il y a des pratiques particulières à respecter? Parce que finalement, donc je redis pour ce soir,
il y a à la fois toutes les erreurs de côté de chirurgie, et puis de temps en temps, on a fait un petit focus sur l'erreur d'ALR qui se fait avant l'intervention, et là où on est un peu tout seul à l'endroit où on fait l'ALR. On n'est pas forcément dans la salle du bloc opératoire en équipe. Clairement, Mathieu, donc en reprenant, j'ai refait aussi une bibliographie pour vous sur l'ALR spécifiquement et pas sur la chirurgie en général. Et finalement, en fait, les facteurs qu'on retrouve, les facteurs de risque d'erreur de côté, ce sont les mêmes. Clairement, ils ne changent pas entre la chirurgie et l'anesthésie loco-régionale, et c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure et ce dont Cédric parlait. Et du coup, il va y avoir des procédures qu'on va pouvoir mettre en place parce que, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, la checklist, finalement, intervient un peu tardivement dans le processus du patient et elle peut récupérer une erreur de côté au bloc opératoire, mais en pré-induction avec l'anesthésie loco-régionale, beaucoup moins. Et donc, on va pouvoir implémenter des procédures pour éviter cette erreur de côté en ALR. Faire une checklist spéciale pour l'anesthésie loco-régionale, on verra ce qu'a proposé l'ASFAR et la Société d'anesthésie-réanimation anglaise, lire le dossier, bien sûr, vérifier la latéralité, la faire confirmer par le patient en identifiant bien le côté avec lui dans le cadre des vérifications pré-anesthésiques. Pour ça, l'ASFAR, d'abord, les Anglais ont fait une campagne qui s'appelait, que vous connaissez probablement tous, Stop Before You Block. C'est un stop avant une ALR en français, et donc on a dans nos structures cette petite affiche souvent en disant attention, avant de réaliser le bloc, vous faites une dernière pause et on identifie bien le côté et on contrôle le type d'ALR à effectuer. Parce qu'il y a ça, il y a l'erreur de côté et puis il y a l'erreur d'ALR effectuée. Et donc ça a été initié, donc Stop Before You Block Campaign, ça a commencé en 2011 puis repris en 2015. Et en fait, les Anglais, ils se sont aperçus que finalement, l'incidence diminuait toujours pas, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, ils se sont dit comment on peut encore implémenter nos procédures pour éviter cet événement qui ne devrait plus arriver. Et donc, ils ont mis cette nouvelle procédure qui s'appelle Prep, Stop, Block, avec 3 étapes. On prépare notre matériel. Une fois que le matériel est prêt, et seulement à ce moment-là, donc c'est une procédure qui englobe 2 personnes. Tu parlais de vérification croisée, Frédéric, c'est tout à fait ça. C'est seul, on a des biais, on peut faire des erreurs. Et donc, à 2, la vérification croisée nous permet d'éviter cela, ou en tout cas de diminuer cela. Donc, on prépare. À ce moment-là, on passe l'assistant ou quelqu'un passe le matériel préparé. Et là, on s'arrête avec le médecin qui va réaliser l'anesthésie loco-régionale qui s'arrête, qui fait une pause, et l'assistant, et donc là, échange croisé avec l'assistant qui est là pour confirmer et l'ALR et le côté à faire. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on va bloquer. Si à un moment, il y a justement une interruption de tâche, on repasse à la procédure avant, et donc on est dans le concept du cockpit stérile, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange entre les 2 intervenants, et s'il y a une interruption de tâche, on repasse à l'étape d'avant pour repartir sur un bon pied, sur la procédure complète. Et donc ça a été lancé en Angleterre il y a 2 ans. Donc ça, c'est un contrat à 2 entre le médecin et, on va dire, l'infirmière qui l'aide au moment de l'ALR. C'est peut-être presque plus facile à mettre en place qu'une checklist au bloc opératoire où on est plus nombreux. Là, ça peut être vraiment un contrat qu'on passe avec la personne qui nous aide en disant « Ne me laisse pas démarrer une ALR si on n'a pas fait ce moment de vérification à nous 2 ». Clairement. Moi, je le rattache un peu et je trouve l'idée quand on pratique, nous, une rachianesthésie en tant qu'anesthésiste, on fait de la vérification croisée très souvent de l'ampoule, du médicament qu'on va injecter. Et pour éviter les erreurs d'injection, ça, c'est exactement la même chose. Mais par contre, ça demande d'avoir tout le temps quelqu'un à côté de nous. Quand on fait une ALR, on sait que le flux, parfois… c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas toujours la disponibilité d'une deuxième personne. Ça dépend des établissements, j'imagine, des équipes. Donc c'est une politique finalement, un contrat avec soi-même en tout cas pour commencer, d'une espèce de consigne intérieure de ne pas démarrer. Voilà, ça répond à la question. Et si on travaille tout seul, si on travaille tout seul… on peut quand même préparer et puis s'arrêter, rester à un stop avant une ALR et bloquer à ce moment-là. Et par contre, revenir à la procédure de préparation, reprendre tout du début si on n'a pas pu bloquer à ce moment-là parce qu'on a un coup de téléphone, etc. C'est finalement une gymnastique quelque part. Une fois qu'on l'a mise en place, on ne s'en passe plus. Très bien, je crois qu'on va aborder un point que beaucoup attendent finalement, qui est le marquage. Parce que j'ai l'impression que
on attendrait presque du marquage comme une solution miraculeuse pour éviter toute erreur d'ALR. Et non, malheureusement. J'allais dire. Non, mais comme l'a dit Pierre-Henri tout à l'heure, le marquage, il y a des dossiers où, malgré le marquage... Oui, on marque du mauvais côté. Voilà, par exemple. Bien sûr. Bon. Donc alors, pour éviter ce problème, ce qu'on peut sortir, c'est ce document de la SSP qui a été fait par l'ASFAR et le CEFAR, qui est un document qui, à mon avis, résume très très bien tout ce qu'on vient de dire et qui est destiné en fait à prévenir cette erreur, ce problème-là, et donc qui se fait en 3 temps. Donc cette erreur de côté, donc vérification du site opératoire, je ne vais pas y revenir parce qu'on a largement parlé de cette vérification du site opératoire avec le dossier, avec l'identité du patient, avec le patient, etc. Donc sur le marquage à proprement parler, normalement, et ça Pierre-Henri nous en dira sûrement un peu plus, il faut vraiment que ça soit une procédure qui soit formalisée au sein de l'établissement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se mettre autour d'une table, à la CME, enfin avec tous les membres de l'équipe, les anesthésistes, les chirurgiens, cadres de santé, les infirmières éventuellement, mais en tout cas de mettre en place une procédure de marquage. On ne vous impose pas une procédure, c'est-à-dire le type de marquage, mais ce qui est important, c'est de mettre en place cette procédure de marquage, de se mettre d'accord sur la manière dont on va faire le marquage. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est que vous nous disiez si vous effectuez un marquage dans votre établissement, et puis on va sans doute en reparler, de savoir qui effectue le marquage à ce moment-là. Voilà, alors pour continuer là-dessus, c'est d'abord, donc, une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est un symbole ou un système de marquage colle même pour tout le monde. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est un chirurgien qui met une croix, un autre chirurgien qui met un bracelet et un troisième chirurgien qui fait autre chose. Parce qu'il faut que pour les infirmières, du bloc et de salle, ça soit pour tout le monde la même chose. On dit qu'il faut éviter une croix parce que ça peut prêter à confusion. On peut penser que c'est le côté à ne pas opérer. Donc ça, après, c'est à l'appréciation de chacun, mais on peut faire un marquage avec un feutre indélébile, idéalement indélébile. D'autres établissements choisiront un bracelet d'un côté, du côté à opérer. Il faut que le patient soit informé de ce système de marquage au moment où il est hospitalisé, donc la veille ou le matin même. Il participe à la démarche, doit être impliqué vraiment. Avant l'entrée au bloc opératoire, c'est pas au bloc opératoire que se fait le marquage, normalement c'est avant l'entrée au bloc opératoire. C'est pas toujours facile, je sais, parce qu'il y a des fois des entrées dans les ambulatoires qui se font parfois un peu rapidement. Mais en tout cas, idéalement, c'est avant l'entrée au bloc opératoire. Et il y a un participant qui nous fait remarquer que lui, de son côté, il fait le marquage au moment du premier temps de la checklist. C'est trop tard, à ton sens ? En tout cas, dans la SSP, ce qui est recommandé, c'est de le faire avant d'arriver au bloc opératoire. Donc, parce que si on retombe dans les biais dont on a parlé, dont Cédric a parlé, on peut tomber dans un biais d'ancrage et de confirmation avec un chirurgien qui est persuadé qu'il faut aller à droite. La patiente est prémédiquée, ou le patient ne communique pas, ne participe pas, le chirurgien est tout seul, et il fait sa croix du mauvais côté. Donc voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais enfin en tout cas ce qui est recommandé, c'est plutôt de le faire avant, et avant toute prémédication, comme c'est bien noté dans la SSP. Par le praticien, en théorie, c'est par le praticien qui va effectuer le geste opératoire. Donc idéalement, si on fait la visite, on fait la visite la veille de l'intervention chirurgicale, on peut profiter de ce moment-là pour faire le marquage. Voilà, je sais que ce n'est pas toujours possible dans toutes les équipes, mais là on vous donne ce qui est idéal, dans un monde idéal. Et puis l'identité du patient, bien sûr, fait partie de la vérification au moment où on fait le marquage, qui est normalement tracé dans le dossier. Voilà, enfin il y a la checklist au bloc opératoire, on en a beaucoup parlé de la checklist, donc je ne vais pas revenir dessus, mais dans les mesures de prévention, il y a donc la vérification du site, le marquage dont on vient de parler, et puis enfin la checklist. Il y a le cas particulier, c'est vrai, on l'a sans doute abordé dans les diapositives, du patient qui ne parle pas français, qui ne comprend pas forcément tout ce qu'on lui demande. On peut rapprocher aussi les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs et qui ne sont finalement pas certaines de l'information qu'elles vont nous donner. D'où l'importance, on en parlait avant l'émission, d'avoir vraiment une vérification concordante entre plusieurs sources. Clairement. Hein. C'est un des facteurs de risque retrouvés, la mauvaise communication entre le patient et l'anesthésiste ou le chirurgien. Mais en tout cas, on ne passe pas au-delà si on a un doute finalement. Un des messages, ça sera celui-là. Si on a un doute, on n'avance pas. Il y a un temps de pause jusqu'à ce qu'on ait pu vérifier avec un bon degré de certitude. Oui. Ça s'appelle une levée de doute. Merci. En langage judiciaire. Merci, maître.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le marquage? C'est vrai qu'il y a certains points quand même, la SSP le précise, où le marquage est probablement impossible. Oui, comme on disait, voilà, dans certains cas, voilà, les prématurés, peau très foncée, extraction dentaire, il y a quelques cas qui sont cités dans la SSP. Ce n'est pas forcément des situations qui sont incontournables. On peut trouver quand même un moyen de faire le marquage. Voilà, établir une procédure, encore une fois, au sein de l'établissement qui soit une alternative au marquage. Là, il faut être d'autant plus vigilant dans ces situations-là, avec une vérification croisée. Bon, on en revient au facteur humain, et je crois que l'anesthésiste et le chirurgien, c'est quand même les deux individus dans la procédure qui sont vraiment responsables de la réalisation du geste et qui doivent être particulièrement attentifs, surtout dans ces situations à risque, où il y a un problème de communication avec le patient, ou une situation inhabituelle, un patient qui est, je ne sais pas, non répondant, dans le coma, prématuré, etc. Les situations de refus de marquage par le patient, là, je crois qu'il faut être assez logique. Il faut désamorcer, quoi. Il faut pouvoir communiquer avec les patients et réussir à les raisonner. Normalement, on n'arrive pas à ces situations de blocage. Je pense que ça doit être assez exceptionnel. Peut-être dire un mot des barrières de récupération. On a parlé des moyens d'atténuer ou de récupérer. La récupération, c'est revenir en fait sur tous les éléments qui sont discordants, dont tu as parlé Mathieu tout à l'heure. Donc refaire une vérification avec divers intervenants, plusieurs humains qui doivent intervenir, ce n'est pas une seule personne. Lever le doute, comme l'a dit Pierre-Henri, en reprenant les éléments de vérification, et puis reprendre la procédure depuis le départ, depuis le début, pour récupérer l'erreur. Si l'erreur persiste, c'est un no-go, donc on n'avance pas, on interrompt la tâche. Et on n'avance pas si on a une erreur sur le site opératoire, sur le côté à opérer ou à endormir. Cyril, dans votre pratique, là, vous faites sans doute beaucoup d'ALR en ambulatoire. Est-ce que le marquage il est possible quand on a un flux vraiment très rapide? Et comment vous vous en sortez? C'est vrai, alors c'est là où ce que disait Frédéric est compliqué avec l'avènement du J0, la visite de la veille, elle est très peu faite. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as dit et que je trouve très important, c'est d'abord d'écrire la procédure propre à sa structure, avec que tout le monde soit d'accord sur cette procédure. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut trouver du coup des options de marquage déléguées par le chirurgien au personnel de la clinique, mais d'une façon uniforme. Nous, il y a des exemples, alors nous, ce n'est pas forcément du marquage, il y a les vêtements qui vont être, les vêtements papier qui vont être découpés du côté du site opératoire à l'arrivée au bloc par l'infirmière de préinduction. On peut enlever le chausson du côté opéré, etc., etc. Donc il y a des procédures qui sont tracées, qui sont écrites et qu'on va répéter, même si le chirurgien ne peut pas aller voir le patient, chaque patient en préopératoire à chaque fois. Mais du coup, c'est des procédures qui sont en quelque sorte presque automatisé. Alors, ce n'est pas bien, comme le disait Cédric non plus. Il faut faire quand même toujours attention, mais c'est un des éléments de plus de récupération possible. Oui, il ne s'inscrit que dans une chaîne de vérification et ce n'est pas la solution miraculeuse. Cédric, je crois que tu voulais intervenir. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question sur s'il y a eu une erreur d'ALR, mais peut-être tu nous rediras. Comment faire pour ne pas compliquer la situation? Là, il y a un collègue qui nous dit qu'après une erreur de côté d'ALR, il a été choqué par son confrère qui a fait un bloc interscalénique contralatéral, donc un bloc finalement interscalénique bilatéral avec des complications derrière, probablement respiratoires. Il y a des moments où même quand l'erreur est avérée, il faut savoir faire une pause. Oui, justement, donc je peux en dire un petit mot parce qu'on avait présenté ça là, au congrès d'ASFAR cette année. Juste avant, pour compléter sur les marquages, il y a différentes études et nous, on a fait 2 questionnaires là, lors d'ASFAR et l'AFARCOT. Ce qui était assez, moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'il y avait entre 50% et 70% des gens répondeurs à la question effectuez-vous un marquage, que ce soit une croix ou avec un bracelet dans votre établissement, et 50 à 70% avaient répondu non, nous ne faisons pas de marquage. Donc ça veut dire que sur un panel, quand on arrive à 3 questionnaires, et en 2010, il y a une étude sur 27 unités de bloc chirurgical en Europe, dans 50%, aucune procédure écrite n'était présente dans leur établissement. Et tu vois, Cédric, parmi les participants, il y a 44% qui ne font pas de marquage. On est dans les chiffres, Mathieu. Ouais. On est dans les chiffres. Et il n'est effectué par le chirurgien quand il est effectué que dans un peu moins de 20% des cas. Et c'est plutôt l'infirmière à ce moment-là qui réalise le marquage. Voilà. Donc voilà. Et pour répondre par rapport au suraccident, ce qui a été aussi étonnant par rapport à la conduite à tenir une fois qu'on a
réaliser l'erreur. L'erreur a été faite de côté. Donc moi, j'ai proposé un algorithme qui n'a pas encore été validé par le CMR, mais j'ai quand même soumis à quelques experts. Et dans cet algorithme qu'on proposait de mesures de récupération, ce qu'on proposait, c'était que, il fallait prévenir le patient avec la règle des 4 R qui ont bien été décrites, la reconnaissance, la responsabilité, le regret, la récupération. Deuxièmement, il fallait prévenir l'équipe, les IBOD, le chirurgien, l'IA, l'IDE. Il fallait prévenir la famille et l'entourage. Ça, c'est la première chose à faire. Vous faites une erreur de côté, c'est de prévenir. Ensuite, il faut avoir une discussion collégiale entre le médecin anesthésiste, le chirurgien, le patient, et la tracer dans le dossier. Ça, c'est très important. Et alors là, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. Premièrement, c'est un no-go. Hors urgence, bien sûr, non différable chirurgicale. On reporte l'intervention parce qu'on s'est trompé, il y a une faille dans la procédure. Deuxièmement, après discussion, on peut proposer une anesthésie générale au patient. Si pas de contre-indication, bien sûr, ou de bénéfice-risque défavorable, et que l'info ait bien été donnée en consultation pré-anesthésique par vous ou votre collègue, qu'une anesthésie générale était potentiellement réalisable en cas d'incident. Il faut bien qu'il y ait eu l'intervention en amont. Et ensuite, si on réalise cette anesthésie générale, on peut plus souvent lui proposer un bloc antalgique contralatéral. Et là, il y a des règles, des précautions à prendre, parce qu'on a vu qu'il y avait des cas de surdosage et même de convulsion dans ce que j'ai pu lire. C'est faire attention à la dose toxique cumulée, à la difficulté lors de la première ALR avec des douleurs. On pourrait arriver avec des lésions bilatérales. Et comme tu viens de le dire, le bloc interscalénique, avec une paralysie diaphragmatique bilatérale qui pourrait conclure à une insuffisance respiratoire aiguë. Et puis aussi les gènes fonctionnels psychologiques. Imaginez, vous faites un bloc axillaire à droite, vous bloquez à gauche, le patient qui ressort avec les 2 bras bloqués, c'était pas le contrat initial. Les membres inférieurs, faire attention au risque de chute, donc privilégier les low doses et peut-être un report de la chirurgie en fin de vacation pour éviter l'effet cumulé des doses toxiques. Puis donc la 3e possibilité, c'est de proposer une ALR contralatérale en faisant attention à tout ce que je viens de vous dire. Et enfin, tracer, toujours tracer. Donc traçabilité circonstanciée dans le dossier patient, avoir une feuille spécifique peut-être de déclaration d'événements désirables graves liés à l'ALR, faire une RMM des CREX, et puis donc donner les consignes importantes de surveillance au patient et les rendez-vous de consultation post-op, chirurgical et anesthésique, et bien sûr les tracer dans le dossier. Donc voilà ce que nous on propose, cet algorithme. On va essayer de le publier ensemble, j'espère, Mathieu, en 2025, pour que vous ayez une conduite à tenir officielle. Merci Cédric. C'est vrai qu'on a classé les erreurs de côté dans les never events, difficile à traduire vraiment. Est-ce qu'on a bien compris que ce n'est pas des erreurs qui n'arrivaient jamais, mais qui ne devraient jamais arriver? On va tout faire pour que ça n'arrive plus. Est-ce que, aux yeux de la justice, ça mérite une sanction particulière si c'est une never event? Alors le point de vue de l'avocat est bien entendu que non. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est surprenant d'ailleurs cette expression de never event. Alors je comprends que ça ne doit jamais arriver, mais pourquoi ça ne doit jamais arriver? Ça ne doit jamais arriver, mais pas plus qu'un autre accident médical finalement. C'est un accident médical, mais c'est vrai que celui-là est particulièrement spectaculaire. C'est l'accident médical par excellence. C'est celui qui... vous voyez, on a commencé cette émission avec un sketch des inconnus, c'est effectivement celui qui donne de quoi faire de l'humour, si vous voulez, et déclencher de la production humoristique. Il est spectaculaire, mais c'est une faute comme il y en a d'autres. C'est un accident médical comme un autre, et donc il ne relève pas d'une catégorie particulière de faute. C'est évidemment qu'une erreur de côté, c'est une faute civile comme il y en a d'autres, à la charge du chirurgien, de l'anesthésiste, des deux. Et puis, il ne faut pas oublier dans ses responsabilités, dans la ventilation de ses responsabilités, il ne faut pas oublier l'établissement lui-même, puisque les infirmières de bloc, qui sont les salariés de ces établissements, participent parfois, pour certaines d'entre elles, à l'installation du malade, de l'opéré. L'installation qui fait partie de leurs attributions, d'ailleurs, au sens des dispositions du Code de la santé publique. Donc voilà, il y a des responsabilités qui sont encourues pour une faute, qui est une faute civile, mais qui reste une faute simple, qui n'a pas de caractère de gravité particulier. Enfin, en tout cas, ce n'est pas apprécié comme ça dans la jurisprudence.
En tout cas, si c'est une faute inexcusable, c'est peut-être probablement une des rares pour lesquelles on peut immédiatement présenter ses excuses. Mais il faut bien sûr, il faut s'excuser. Il n'y a rien de pire dans une situation comme celle-là qu'un médecin qui serait fuyant. Il n'y a rien de pire qu'un médecin qui commencerait à élaborer un discours un peu stratégique ou qui se voudrait stratégique ou tactique, ce qui va être immédiatement ressenti par une famille ou par le patient lui-même, et ce qui là peut déclencher l'hostilité, les hostilités, c'est-à-dire la réclamation, et puis qui sait demain, la plainte éventuellement. Non, il faut se comporter dans une situation comme celle-là, qui est difficile, qui est très difficile à vivre. Il faut se comporter humainement et normalement. Pas penser aux procédures qui peuvent arriver ou peut-être n'arriveront jamais. Il faut se comporter normalement, humainement, ne pas cacher les choses, les dire franchement. Ça peut avoir de l'effet. Ça peut être déterminant à un moment. Ça peut inhiber, si vous voulez, la volonté de faire rendre gorge à un médecin qui, malheureusement, a commis pour une fois une erreur. Merci beaucoup. Écoutez, on approche tout doucement de la fin de l'émission. Je crois que ça pourrait être le mot de la fin. On espère que cette émission aura attiré votre attention et puis vous aura donné quelques pistes pour éviter de vous retrouver dans cette situation qui peut en fait rapidement tourner au drame. Merci à chacun, merci à Cédric aussi à distance. Vous pouvez évidemment, vous savez, retrouver cette émission en replay sur le site Branchet Solutions ainsi que toutes celles qui ont eu lieu auparavant. Et je vous invite au prochain live qui aura lieu dans 15 jours, le jeudi 24 octobre, qui va traiter de tous les irritants administratifs du quotidien. L'autorisation d'opérer, la communication du dossier médical, la sortie sur décharge. Voilà, comment éviter que ces situations qui sont, elles, banales, se transforment en cauchemars. Jeudi prochain, 24 octobre, 19h30, avec Patrick Georgia Vordios et Maître Laccueil. Très bonne fin de soirée et merci à tous. Merci.